Le labo de cette semaine va porter sur les projectiles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va lancer un objet. En fait, ça va être une petite bille de métal comme ça. On va lancer un objet avec un canon. Ça ici, ça va être notre canon. Donc, on va le lancer comme ça. Et votre but, ça va être de prédire à quel endroit la bille va atterrir au sol là-bas, connaissant les caractéristiques de départ, les données initiales. Donc, je vous montre un petit peu d'abord le fonctionnement du canon en question. C'est tout simplement un ressort. Donc, ma bille ici, je la dépose dans le canon. Et puis ensuite, avec la tige qui est là, je peux pousser sur la bille. Puis, il y a des crans. Vous allez les entendre. Le premier, le deuxième, le troisième. Donc, il y a 3 crans, ce qui fait que je peux pousser le ressort plus ou moins. Ça va lui donner des vitesses différentes de lancement. Donc ici, je suis à la plus grande vitesse puisque je l'ai poussé au maximum. Je peux aussi ajuster l'angle de lancement. Donc, avec ça ici, je peux mettre, mettons, horizontal ou encore quasiment vertical. Donc, on peut ajuster l'angle de lancement. Et puis ensuite, comme donnée, qu'est-ce qu'on va avoir? Justement, cet angle-là, on peut le mesurer. Vous voyez qu'ici, on a un petit poids. Alors, le poids est sur un rapporteur d'angle et donc, on peut mesurer notre angle de lancement. Ensuite, quand on fait le lancement, donc je vais vous montrer de quoi ça, qu'est-ce que ça donne. Alors, la bille a été lancée par là-bas. Et l'autre chose qu'on va pouvoir mesurer, l'autre donnée qu'on va avoir, ça va être la vitesse de lancement. La vitesse de lancement, on va l'obtenir à partir du dispositif qui est là. Alors ici, on a 2 portes électroniques. En fait, c'est des petits rayons infrarouges qui passent ici entre les deux dents, si on veut, des portes. Donc, on a un rayon infrarouge qui est capté. Et quand la bille passe devant le rayon infrarouge, elle le coupe. Donc, l'appareil, à ce moment-là, quand la bille passe ici, l'appareil se met à compter le temps. Et lorsque la bille va passer ici, qu'elle va arrêter le rayon infrarouge ici, l'appareil arrête le temps. Donc, en fait, ça mesure le temps entre les 2 portes. Et si on mesure aussi la distance entre les deux, donc distance et temps, on va pouvoir calculer la vitesse. C'est sûr que c'est un peu une approximation parce que vous comprenez que si on lance la bille ici, étant donné que c'est un mouvement, il y a une composante verticale, la bille va décélérer ici entre les 2 portes. Donc, si on fait juste distance sur le temps, ça nous donne une approximation puisqu'en réalité, la vitesse a changé. Cependant, c'est une assez bonne approximation, étant donné que la distance est relativement courte. On peut penser que durant ce petit temps-là, la vitesse n'a pas changé énormément, donc c'est, disons, une relativement bonne approximation. Il y a aussi une autre donnée qui va être importante, ça va être la hauteur. Parce que notre bille, plus loin là-bas, elle atterrit au sol. Donc, elle part ici à une certaine hauteur du sol. Ça va être notre dernière donnée initiale que ça va nous prendre pour pouvoir calculer où la bille va atterrir. Alors ici, on voit un plus gros plan de l'appareil. On voit bien donc le rapporteur d'angle dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, les 2 portes donc qui vont nous mesurer le temps entre les deux. Et on peut voir la hauteur, donc entre ici et le sol. On a une certaine hauteur qu'on va pouvoir mesurer tout à l'heure. Et si je tourne ma caméra, donc on voit notre zone d'atterrissage en fait. Alors je vais mesurer ici la hauteur de lancement, donc par rapport au sol. Et je vais prendre le bas ici de là où la bille sort, parce qu'on mesure, à la fin, la bille va tomber un peu plus loin sur le sol, donc c'est le bas de la bille qui va toucher le sol. Alors je prends donc cet endroit-là. Alors par exemple ici j'aurai 109,5 cm. Alors je procède à un essai pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Alors je mets la bille, je vais la mettre ici au 3e cran, le plus loin. Notre angle d'inclinaison ici, on est à 37 degrés. Ensuite, je prépare l'appareil qui mesure le temps. On est prêt. Et maintenant, je vais faire l'essai. Voilà. Donc, on peut voir le temps. Alors ici, on a un temps de 0,0194 secondes. Pour ce qui est de la distance entre les 2 portes, alors je vais le mesurer avec ma règle ici. Bon, du mieux que je peux, j'aurai exactement 10 cm entre les 2 portes. Bon, alors on vient de voir le dispositif, puis l'expérience. Dans le fond, on avait le canon ici qui est à une certaine hauteur.
on lance notre objet, on a les données initiales et notre but, ça va être de prédire la distance R qui est ici, c'est-à-dire la portée horizontale, la distance parcourue par la bille, pour prédire à quel endroit la bille va tomber et on fera le test par la suite. Alors on va faire ça, sauf qu'on ne le fera pas à la calculatrice, c'est-à-dire on ne va pas calculer à la calculatrice en utilisant les équations à quel endroit l'objet va atterrir, mais on va plutôt automatiser le problème. De telle manière que si on change les données initiales, si je change l'angle de lancement par exemple, ou la vitesse de lancement ou quoi que ce soit, ben, je vais pouvoir rentrer ces données-là dans mon petit programme que je vais faire ici, programme entre guillemets, pour avoir la réponse. Donc, je vous montre ici le résultat final de ce que vous allez faire aujourd'hui. Donc ici, j'ai une feuille Excel avec, bon, qu'est-ce que j'ai au départ? La couleur jaune qui est ici, c'est les données de départ qu'on rentre nous-mêmes. Donc, par exemple, nous, on a mesuré, dans l'expérience, une distance entre les portes de 10 cm, c'est ça ici. Ensuite, je pourrais même ajouter une décimale, là, parce on l'a mesuré au millimètre près. Ensuite, on avait le temps entre les portes. On a mesuré 0,0194 secondes. Donc ça, on va rentrer cette donnée-là également. On va rentrer l'accélération gravitationnelle terrestre. Donc je l'ai mis ici en centimètres par seconde carrée. Alors 981, moins 981 évidemment. Donc ici, je l'ai mis comme valeur qu'on pouvait rentrer. Mais évidemment, on aurait pu aussi le mettre fixe. À moins qu'on change de planète, ça va être cette valeur-là. Mais bon, je l'ai mis quand même ici qu'on pouvait le modifier. Ensuite, notre angle, 37 degrés. Ça aussi, c'est une donnée modifiable. Nous, c'est ce qu'on avait pour le premier essai. Donc, on va mettre cet angle-là. Et puis ensuite, on avait ici 109,5 cm. Donc, c'était la hauteur initiale de lancement. Donc, ce qui est en jaune, comme je disais, c'est les données qui sont modifiables. C'est nous qui les rentrons pour chaque essai. Tout le reste, c'est des données qui vont être calculées automatiquement. Donc, je vous montre qu'est-ce qu'on a ici. On a la vitesse de lancement. V0, c'est la vitesse de lancement. On a Vx. Donc, Vx, c'est la vitesse horizontale. On a la vitesse de lancement initiale en Y. Ensuite, la vitesse finale, le temps de vol, c'est-à-dire le temps total que la bille va passer dans les airs. La hauteur maximale atteinte, ici. La vitesse d'impact, l'angle d'impact, puis enfin la portée, qui était le but, donc R, la distance 364 cm dans ce cas-là, qui serait prévue pour l'arrivée de la bille. Donc ça, c'est des données qui vont se calculer. Vous voyez, c'est des formules. Si je clique dessus, c'est des formules. Donc ça va tout se calculer automatiquement. On va même faire plus un peu. On va faire des graphiques. Donc ici, j'ai 4 graphiques qui me donnent la position horizontale en fonction du temps, la position verticale en fonction du temps, le graphique qui est ici. Ensuite, la position verticale, mais en fonction de la position horizontale, c'est-à-dire en fait l'équation de la trajectoire qu'on a ici. Puis, dernier graphique, la composante en Y de la vitesse en fonction du temps. Et je veux montrer que si je change des données, par exemple, si je change, je ne sais pas moi, l'angle de lancement, je mets 53 degrés, tout s'ajuste automatiquement. Donc, mes graphiques se sont ajustés, la portée a changé. Donc, en fait, ce que j'ai fait ici, c'est un petit mini-programme qui nous donne, en fonction des données que l'on rentre, la réponse que l'on souhaite, plus d'autres informations, la hauteur maximale atteinte, on a même les graphiques de la trajectoire, etc. Donc, je vais remettre mon angle de 37 et maintenant, on va voir comment et vous pourrez le faire en même temps que moi, en arrêtant la vidéo puis en faisant chaque étape à chaque fois. Et on va apprendre en faisant ça comment faire des calculs avec Excel, certaines fonctionnalités, etc. Donc, ce que je vais faire ici, je vais repartir avec une feuille quasi blanche, c'est-à-dire ici, cette feuille-là, vous pourrez la reproduire. Là. Donc, ce que j'ai mis ici, la couleur est optionnelle. J'ai coloré en bleu, puis en blanc, puis en jaune. Là. Bon, c'est des couleurs optionnelles. Mais donc, vous pouvez copier les premières colonnes. Là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir la distance entre les portes, le temps mesuré entre les portes, ensuite l'accélération gravitationnelle terrestre, la vitesse initiale en Y, c'est-à-dire la vitesse initiale de lancement V0, ensuite l'angle θ de lancement, la hauteur initiale, 109,5 cm,
la composante en x de la vitesse, la composante en y initiale de la vitesse finale en y initiale, le temps de vol, la hauteur maximale atteinte, la vitesse d'impact à la fin, l'angle d'impact à la fin et R, la portée. Donc moi j'ai préparé ça comme ça, avec des cases, puis j'ai mis les unités pour chacune. Donc j'ai choisi ici de rester avec des centimètres. Donc on va avoir des centimètres, puis des centimètres par seconde, des centimètres par seconde carré. Maintenant on va voir comment on va calculer chacun des paramètres qui sont là. En commençant par la case vide qui est là, la vitesse initiale. Alors la vitesse initiale, on peut la calculer de la manière suivante. On a mesuré la distance entre les deux portes, qui est ici, on avait 10 cm, puis on a mesuré avec l'appareil le temps également. Donc on peut calculer notre vitesse de lancement en faisant distance sur le temps, donc D sur T. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, on fait l'approximation que la vitesse est constante entre les deux portes, ce qui n'est évidemment pas le cas, sauf que par contre, étant donné que c'est seulement 10 cm, sur toute la trajectoire, c'est quand même assez faible. Le temps, c'était 0,0194 secondes. Donc, c'est un intervalle de temps relativement court, ce qui fait que la vitesse est relativement constante quand même dans cet intervalle-là. Alors, je reviens ici et dans ma case de vitesse, je vais écrire égal. Et puis là, je vais tout simplement cliquer sur la case de la distance, le 10 cm. Et puis ensuite, diviser, donc la petite barre oblique, par le temps, la case qui est en dessous. Donc, B1 sur B2, ça va me donner la vitesse initiale. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai 515 cm par seconde. Le prochain facteur, ça va être la vitesse en x et aussi la vitesse initiale en y. Alors, ça, on va le trouver par trigonométrie. Donc, on a quelque chose comme ceci pour la vitesse initiale de lancement. V0 comme ça, oblique. On a θ0 qui était 37 degrés dans notre cas. Alors, on peut trouver la composante en x en faisant V0 cosinus θ et la composante y en faisant V0 sinus θ. Donc, on revient dans Excel ici. Pour la vitesse en x, je vais donc écrire égal. Alors, ça serait la vitesse initiale qu'on vient de calculer. Alors, je vais cliquer sur la case. Donc, ça sera B5 fois, donc l'étoile, le cosinus. Alors, dans Excel, cosinus, c'est tout simplement COS. Alors, cosinus, parenthèse, je ne peux pas cliquer sur l'angle directement parce que Excel, par défaut, fonctionne en radians. Donc, en fait, il faudrait que je transforme mon angle en radian pour pouvoir le mettre dans le cosinus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aussi utiliser une autre fonction d'Excel, qui est la fonction radian. Alors, si j'écris ici radian, donc ça apparaît même quand je commence à l'écrire, radian avec un S, là, je vais ouvrir la parenthèse et cliquer sur ma case d'angle, 37 degrés. Je ferme la parenthèse deux fois, donc une fois pour les radians, une fois pour le cosinus. Et là, ça va fonctionner. Alors, vous voyez la fonction radian, B6, ça transforme en radian un angle qui est exprimé en degrés. Donc, ça va transformer mon 37 degrés en radian. Et puis ensuite, comme c'est ça qui est dans le cosinus, là maintenant, Excel va pouvoir prendre le cosinus et le multiplier par la vitesse initiale. Donc, j'appuie sur retour. Ça me donnerait 412 cm par seconde. Et pour y, je fais la même chose, mais avec un sinus. Donc, je vais écrire égal, vitesse initiale, fois, sinus, c'est sin. Voilà. Ensuite, radian, je fais la même chose. Donc, radian 37. Fermer la parenthèse deux fois. Retour. Alors, ça me donnerait 310 cm par seconde. Remarquez qu'à chaque fois, comme c'est une formule qu'on a rentrée, si on modifie une donnée initiale, tout va se modifier en conséquence. On va continuer ici. On voudrait avoir maintenant la vitesse finale en Y. Cette fois-ci, on va utiliser les équations de chute libre. Donc, une des équations de chute libre, la quatrième, c'est la suivante. Vitesse finale en Y au carré égale vitesse initiale au carré plus 2A delta Y. Et nous, on a tout ça. Alors, la vitesse initiale, on vient de la calculer. L'accélération Y, on sait que c'est l'accélération gravitationnelle. Et le delta Y, eh bien, ça va être la hauteur qu'on avait mesurée. Notre objet part d'une certaine hauteur et finit au sol à la fin. En fait, ça va donc être moins cette hauteur-là, puisque on tombe, donc la hauteur va être négative. Alors, si on revient ici pour la vitesse, on va rentrer la formule qu'on vient de voir. On avait vitesse au carré égale, donc en fait, si on veut la vitesse, on va prendre la racine. Alors, j'écris ici égale. La racine, on a deux façons de le faire.
soit on écrit racine comme ça, donc c'est la fonction racine, ou encore on pourrait faire exposant une demi aussi. Alors je vais le faire avec la racine cette fois-ci, donc racine de parenthèse. Tiens, je vais l'ouvrir puis la fermer tout de suite, la parenthèse, puis je vais revenir dedans. Comme ça, quand il y a beaucoup de parenthèses, ça nous évite de se demander combien de parenthèses on doit rajouter à la fin. Donc, racine de, et là, on avait vitesse initiale au carré plus 2 fois l'accélération fois le déplacement. Donc, la vitesse initiale au carré, là, on prend la vitesse en y, parce qu'on est sur la composante en y, donc ça serait ça ici qu'on avait calculé. Au carré, dans Excel, on fait le petit chapeau, donc l'accent circonflexe, puis ensuite, on fait 2 comme ça. Donc, chapeau 2, ça veut dire exposant 2. Ensuite, plus 2 fois, donc 2 fois l'accélération qui est ici, qui est déjà négative, donc ça va être correct, fois la hauteur initiale, dans le fond, la hauteur initiale qui est là, mais elle devrait être négative parce qu'on va finir plus bas qu'au début. Donc, en fait, ce qu'on pourrait faire ici, ça serait changer le plus pour un moins, comme ça. Puis ensuite, on va faire fois, donc, notre hauteur initiale. Remarquez que tout est en centimètres, donc ça va être cohérent quand même à la fin. Donc, racine de vitesse au carré moins 2 fois A delta Y. Et ça va nous donner notre vitesse en Y finale. Ici, vous remarquez que la vitesse est positive. C'est normal, on a pris la racine. Vous savez que dans une racine, on a toujours les deux solutions possibles, la positive et la négative. Excel, par défaut, il garde la positive. Donc, nous, on sait bien qu'elle va être négative parce que l'objet est en train de tomber. Donc, ce serait plutôt la vitesse négative qu'on aurait. Donc, si on veut la négative, on devrait aller rajouter dans notre formule ici un signe moins devant la racine. Donc, moins 558, ça sera notre vitesse finale en Y. Pour ce qui est du temps de vol maintenant, alors on revient ici à nos équations de la composante verticale. On a une des équations qui est la suivante. Vitesse finale égale vitesse initiale plus A fois le T. Alors si on veut le temps de vol, on peut le faire comme ça. La vitesse finale, on vient de la calculer. La vitesse initiale, on l'avait également. L'accélération, on l'a. Donc on pourrait isoler le temps à partir de ça. Ça donnerait pour le temps, donc, Vy moins V0y sur l'accélération. Alors, on revient ici pour notre temps. Alors, égal. Donc, je vais mettre une parenthèse vu qu'on va diviser. Parenthèse ouverte, fermée, je reviens dedans. Puis on disait, c'est vitesse finale, donc ça ici, moins vitesse initiale en Y qui était là. Et puis, tout ça va être divisé par l'accélération, donc l'accélération qui est ici. Retour. J'aurai ici un temps de vol de 0,88 secondes. Un autre paramètre, le Y max, donc la hauteur maximale atteinte. Alors, je reviens ici avec nos équations, sauf que cette fois-ci, je vais réutiliser l'équation qu'on a utilisée tantôt, celle-là, mais on va isoler le delta Y. Donc, vous voyez, si j'isole le delta Y, ça me ferait vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré sur 2A. Mais si on veut le delta Y max, bien, on prendrait comme vitesse finale en Y 0. Parce que quand on arrive au sommet de la trajectoire, la vitesse en Y est égale à 0. Donc, c'est pour ça qu'ici, on trouve moins V0Y au carré sur 2A. Donc, on revient ici et on écrit notre formule. Alors, on va dire égal. Alors, on avait vitesse initiale au carré sur 2A. Donc, je vais faire ici, je vais ouvrir, fermer la parenthèse. Vitesse initiale au carré, donc on avait ceci. Vitesse initiale en Y, chapeau 2. Remarquez que quand on écrit le chapeau, il n'apparaît pas tant qu'on n'écrit pas le 2. Donc, surprenez-vous pas quand vous faites le chapeau si vous ne voyez pas apparaître. Tout ça est divisé par 2 fois l'accélération. Donc, divisé par, je vais mettre une parenthèse ouvert, fermée, 2 fois l'accélération qui est moins 9,81. Il me manquait ici, j'aurais dû mettre un signe moins devant ma parenthèse parce que c'était moins V0 carré sur 2A. Et ça va me donner mon delta Y max. Sauf que ce que je veux ici, c'est Y max, donc la hauteur maximale atteinte. Alors, ça veut dire qu'il faudrait que j'ajoute à ça la hauteur initiale, donc 109,5 cm. Alors ça, c'est delta Y plus le Y initial. Là, je vais avoir la hauteur maximale atteinte. Excel m'a fait ça ici, j'avais trop de décibels.
Donc, je vais diminuer le nombre de décimales. Alors, j'aurai ici 158,5 cm. On continue, il nous reste 3 cases à remplir. La vitesse d'impact. Donc, la vitesse d'impact, ça serait ceci. Donc, la flèche verte ici représente la vitesse de la bille lorsqu'elle arrive au sol. Donc, ça va être incliné comme ça. Elle va avoir une composante en X, une composante en Y. On les a déjà trouvées toutes les deux. La composante en X, elle ne change pas. On l'avait trouvée au début, donc c'est toujours la même. Et la composante en Y, on l'a calculée tout à l'heure. Donc, on a les deux. Si on veut l'angle d'impact, ce serait l'angle qui est ici par rapport à l'horizontale, ici. Là. Donc, c'est des angles alternes internes, c'est le même angle qui est ici. Alors, on pourrait le trouver avec une tangente. Donc, la tangente de l'angle, ça serait la vitesse en Y sur la vitesse en X. Ça nous donnerait l'angle qui est ici. On pourrait dire par rapport au sol. Alors, pour la vitesse d'impact elle-même, on va la trouver avec Pythagore. Donc, on va écrire égale racine de, ça serait la vitesse en Y au carré plus la vitesse en X au carré, dans n'importe quel ordre en fait. Donc, on pourrait dire ça ici au carré plus celle en Y au carré. Retour. Donc, j'aurais 693 cm par seconde. Puis l'angle d'impact, alors comme on disait tout à l'heure, la tangente de l'angle va nous donner le rapport des vitesses en Y sur les vitesses en X. Donc ici, on va faire arc tangente ou tangente moins 1 si vous voulez. Dans Excel, c'est atan. Donc on écrit atan, parenthèse. Moi, je fais toujours ouvrir, fermer, parenthèse. Je reviens dedans comme ça. Je suis certain de ne pas oublier de la fermer. Donc, arc tangente de, alors on va faire Vy sur Vx, mais Vy, elle a une valeur négative. Alors, si on veut avoir la valeur positive de l'angle, on va mettre moins Vy divisé par Vx, qui était ici. Cependant, c'est sûr qu'Excel travaille en radians. Donc, si je fais juste ça, arc tangente de ça, ça va me donner l'angle, mais en radians. Alors, si je veux avoir des degrés, ce que je vais faire, je vais revenir en avant ici, puis je vais écrire degrés. D'ailleurs, ça apparaît, vous voyez, quand je commence à l'écrire, ça apparaît, je peux double-cliquer dessus. Donc, degrés, il m'a aussi ouvert la parenthèse ici. Je vais donc la fermer à la fin. Alors, la fonction degré transforme en degré un angle qui est en radian. Donc, en écrivant ça, je vais avoir mon angle en degrés. J'aurai donc 54 dans ce cas-ci. Il nous reste la portée, finalement. Et ça, on va l'obtenir facilement parce que on a calculé déjà un paquet de paramètres. En x, on sait que la vitesse est constante. Donc, en fait, on peut juste écrire égal vitesse en x, qui est ici, fois le temps de vol. Alors, le temps de vol, on l'avait calculé là. Donc, vitesse en x fois le temps de vol, ça va me donner la portée horizontale. Donc, j'aurai 364 cm. Ici, on va procéder à l'essai. Donc, j'ai mis le petit bol qui est là exactement à 364 cm. Alors, vous voyez, la bille est tombée dedans. J'ai remis ici au ralenti. Évidemment, le fait que le bol a une certaine taille, ça permet un certain jeu. C'est sûr que dans toutes les données qu'on a, il y a un petit peu d'incertitude. Donc la taille du bol donne quand même un certain jeu. Ici, comme vous voyez, la bille est même arrivée un petit peu plus loin que le centre du bol. Pour le reste de la page Excel, on va obtenir ici les graphiques qu'on avait vus tout à l'heure. Ce ne sera pas des graphiques expérimentaux, évidemment, ça va être des graphiques théoriques. Donc, on va le faire avec des points théoriques ici. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va diviser, on va obtenir 20 points. Donc, je reviens à ma page de tout à l'heure. Vous voyez, j'avais 20 points. Et donc, on va faire des points théoriques comme ça, où est-ce qu'on va calculer le temps, la position en X, en Y, puis la vitesse en Y pour tous ces temps-là. Et c'est avec ces points-là qu'on va pouvoir faire des graphiques. Donc, on veut 20 points en commençant 0 jusqu'à 20. Donc ici, ce que je fais, je vais me faire une petite colonne où j'écris 0, ensuite 1. Et là, pour remplir le reste de la colonne, je sélectionne ces deux cases-là, puis j'étire jusqu'à 20, comme ceci. Donc, ça se remplit jusqu'à 20. Donc ça, on peut dire, c'est la numérotation des points. Donc, dans notre intervalle de temps, maintenant, on va vouloir avoir 20 points. Mais notre intervalle de temps, il dure combien? Il dure 0,88 secondes. Donc, en fait, chaque point
devrait représenter 1/20 de 88 secondes, de 0,88 secondes, si on veut avoir 20 points dans notre intervalle. Sauf que ce 0,88 secondes-là, on veut qu'il soit valable tout le temps, dans le fond. Quand je vais changer mon angle ou changer ma vitesse de lancement, le temps de vol ne sera pas toujours de 0,88 secondes. Donc, ce que je vais faire ici, je vais rentrer une formule. Donc, je vais écrire ici égal, et là, je vais faire le chiffre qui est là, donc le 0, D4, fois, et là, je vais multiplier ça par mon intervalle de temps, qui est ici, divisé par 20. Donc, je divise mon intervalle de temps par 20 et je le multiplie par le chiffre qui est là, comme ceci. Cependant, ici, j'ai commis une petite erreur, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. C'est que là, bon, c'est 0 évidemment, puisque j'ai 0 fois mon intervalle de temps. Pour le copier sur toute la colonne, je peux double-cliquer sur le coin ici, comme ceci, et donc ça copie sur toute la colonne. Mais là, vous voyez le problème en question, c'est que, rendu ici, c'est écrit 0. Pourquoi? Parce que ici, j'avais D4 fois B13 sur 20. B13, c'était mon 0,88 secondes. Un peu plus loin, Excel, qu'est-ce qu'il fait? Il prend D5 maintenant, puisque je suis une case à côté, une case en dessous. Mais maintenant, il prend B14. Donc, une case en dessous aussi. B14, ça se trouve être la hauteur maximale. Et là, ça ne marche pas du tout. En fait, on voudrait que le B13, il reste tout le temps B13. Alors, la façon de faire ça, c'est qu'ici, on ajoute, dans B13, on ajoute des signes de dollars. Donc, comme ça, je mets un signe de dollar en avant du B, puis en avant du 13. Le signe de dollar, il protège le B et le 13 dans le fond. Alors, ça veut dire que quand je vais faire ça, puis là, je vais revenir double-cliquer sur le coin. Là, je peux aller vérifier un peu plus bas. Vous voyez, le D7, lui, a changé. C'est pas D4, mais bien D7, ou D8 rendu ici. Mais le B13, lui, il est demeuré le même. Donc, quand on veut qu'un chiffre demeure la même, qu'une case demeure toujours la même, on inscrit comme ça des signes de dollars. Donc, j'ai ici mes intervalles de temps et je vérifie bien qu'à la fin, j'ai 0,885 secondes. C'est mon dernier temps. En fait, ici, j'avais seulement 0,88, mais si j'ajoute une décimale de plus, c'est bien 0,885 en fait. Maintenant, on va calculer la position en X. Ça, c'est facile. En X, la vitesse est constante. Donc, ça va être juste la vitesse fois le temps. Donc, j'écris égal la vitesse en X, qui est celle-ci. Encore une fois, celle-là, on ne veut pas que ça change, cette case-là, dans toute la colonne. Donc, B9, j'ai cliqué dessus. Je peux ajouter les signes de dollars, comme j'ai dit tout à l'heure. Une autre façon de faire, c'est d'appuyer sur F4. Donc, F4, après d'avoir cliqué sur B9, ça ajoute les signes de dollars. Donc, c'est une façon plus rapide de les remplir. Donc, la vitesse fois le temps. Alors, fois le temps qui est à côté. Voilà, évidemment, j'ai 0 pour le premier. Je double-clique et ça avance mon X jusqu'à 364, qui est bien le dernier point, ma portée. Prochaine chose, ça va être la position verticale. Alors, la position verticale, on va la calculer avec cette équation-là. Dans le fond, pour chaque temps, t, on peut calculer le delta y en faisant la vitesse initiale en y fois le temps, plus une demi, l'accélération fois le temps au carré. Donc, on est revenu ici. On va faire égal. D'abord, ça, la formule qu'on vient de voir, c'était le delta y. Donc, il va falloir aussi ajouter, pour avoir le y, la hauteur initiale. Donc, je vais prendre ça. La hauteur initiale, elle est là. Je clique dessus. Encore une fois, on ne voudra pas que ça change dans toute la colonne. Donc, je vais faire F4. Voilà. Ensuite, on ajoute V0y fois t. Donc, V0y, on l'avait calculé ici, comme ceci. Encore une fois, on ne veut pas que ça change, donc F4, fois t, donc fois le temps de la première colonne, V0y fois t, puis ensuite, on va faire plus une demi, donc on peut écrire 0,5, fois l'accélération, qui est ici. Encore une fois, on ne veut pas que ça change, donc F4, fois le temps au carré, donc je clique sur la case, puis chapeau 2 pour le mettre au carré. Retour, donc ça me donnerait 110 cm,
Ça a du sens, on est parti à 109 points. En fait, il est même arrondi un peu. C'est vraiment le initial, donc c'est 109,5, c'est le même chiffre. Et je double-clique sur le coin pour copier partout. Donc, vous voyez que ça monte, ça monte, ça monte. On atteint ici notre hauteur maximale à quelque part ici, là, environ 158,5. D'ailleurs, tout à l'heure, on l'avait calculé. Il est ici, 158,5. Puis ensuite, on retombe jusqu'à 0 à la fin. Donc, ça nous confirme que ça fonctionne. Il nous reste une dernière chose à calculer, ça va être la vitesse en Y. Celle-là, on va la calculer avec l'équation qui est ici en bas. Donc, vitesse finale en Y, ça va être la vitesse finale en fait pour chaque point, égale vitesse initiale plus A fois T. Donc, on va dire ici égale, vitesse initiale, elle est là, encore une fois F4 parce que ça va toujours être la même, plus l'accélération, donc ça ici, encore une fois F4, fois le temps, donc le temps pour chaque point. Comme ceci. Donc 310, évidemment, c'est la vitesse initiale. Je double-clique sur le coin. Alors vous voyez que la vitesse diminue, diminue. On atteint une vitesse nulle à quelque part entre ces deux points-là. C'est normal, c'était le point le plus élevé. Puis après ça, à la fin, on arrive à moins 558. C'est ce qu'on avait calculé ici dans la case qui est là. Donc encore une fois, ça fonctionne. Donc, on a divisé notre intervalle de temps en 20 intervalles, puis on a calculé tout ça. Maintenant, ce qu'il nous resterait à faire, ça serait un graphique pour chacun. Donc, tantôt, on avait, si on revient voir les quatre graphiques qu'on a, X en fonction du temps. Donc, le premier X en fonction du temps, ils sont côte à côte. Alors, je peux tout simplement les sélectionner comme ça. Je vais faire insérer, graphique. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre nuage de points parce que ce n'est pas des points expérimentaux qu'on a de toute façon. Alors, je vais prendre ici, c'est une exception, là, les courbes lissées qui sont là. Donc, ça va me faire, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça lisse entre les points. Bon, ici, j'ai une droite, ça paraît pas tellement, là, mais donc ça va lisser comme ça, tout simplement, entre les points. Alors, j'ai déplacé mon graphique ici, puis j'ai mis son titre, là, X en fonction du temps. Évidemment, ça ne serait pas correct là, dans un rapport de laboratoire comme titre ici. Là. XT, il ne faudrait pas l'écrire comme ça. Puis j'ai pas mis là, mais c'est juste pour alléger un peu parce que j'ai quatre graphiques. J'ai pas mis non plus les titres des axes puis les unités. C'est vraiment juste pour illustrer. Donc, je vais le monter encore un petit peu. Je vais le mettre ici. Le prochain graphique qu'on avait ici à côté, en dessous, tiens, Y en fonction de T. Donc, si je veux Y en fonction de T, cette fois-ci, je vais sélectionner mon temps, puis j'appuie sur CTRL, je sélectionne Y. Donc, comme ceci. Encore une fois, je vais insérer le même type de graphique. Alors, il apparaît là. Donc, Y en fonction du temps. On va l'écrire comme ça, tout simplement. Alors, je le déplace un petit peu en dessous. Le prochain, on avait ici Y en fonction de X, c'est-à-dire la trajectoire. Alors, pour faire ça, il faut que je sélectionne X. Ah, en fait, ils sont à côté. Donc, je pourrais le faire comme ça. Y en fonction de X, insertion, les courbes lissées encore. Alors, Y en fonction de X pour celui-là. Alors, je vais le placer dans le coin comme ceci. Je pourrais les rapetisser peut-être un petit peu tantôt. Et le dernier, on avait vitesse en Y en fonction du temps. Donc, je sélectionne mon temps en premier, ensuite contrôle et la vitesse. Donc, comme ceci. Même type de graphique toujours. Donc, vitesse en Y. En passant, quand vous voulez faire des indices dans Excel, on va ici dans Accueil, Police. Donc, on ouvre le petit menu qui est là, puis on appuie sur Indice. C'est un peu fastidieux, mais bon, ça se fait comme ça. Donc, vitesse en Y. Et là, je vais enlever l'indice, donc il faut que je retourne là, l'enlever. Puis, donc, en fonction du temps. Alors voilà, et je vais pouvoir le placer comme ça. Bon, je pourrais changer un petit peu la taille là, pour les placer correctement, mais je vais juste revenir à ma page initiale. C'est ce que j'avais fait ici, je les avais rapetissés un peu pour qu'on puisse les voir facilement. Donc on obtient tout ça et tout est automatisé maintenant. Donc si on change par exemple une des données, l'angle de lancement, la hauteur initiale, etc., ça va changer également.